autour de moi pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Professeur émérite des relations internationales à Sciences Po Paris. Michel Scott est de nouveau avec nous. Rebonjour Michel. À distance, je salue Pascal Boniface, directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour à vous Pascal Boniface. Bonjour. Peut-être déjà pour nous aider à comprendre la géographie des lieux, on va voir quelques quartiers et notamment cette esplanade des mosquées, troisième le sien de l'islam. Je parle tout ça sous votre contrôle, hein, site le plus sacré du judaïsme. C'est l'un des points de départ, on peut dire ça comme ça, de Bertrand Badi de ces tensions ces dernières heures, ces derniers jours. Oui, parce que Jérusalem cristallise en quelque sorte toutes les tensions et tous les clivages. D'abord parce qu'on sait que depuis 1967, le sujet majeur, c'est le statut de Jérusalem et le partage éventuel entre deux États, un palestinien et un État israélien. Et d'autre part parce que introduit par la même occasion la question religieuse, c'est-à-dire à la question nationale. La question palestinienne est d'abord une question nationale, vient s'ajouter la question religieuse, judaïsme versus islam, et effectivement, la rencontre de ces deux tensions crée non seulement un univers de symboles, c'est très très important, de symboles qui dépassent, et de loin d'ailleurs, le monde israélo-palestinien, puisqu'elle touche le monde musulman, le monde chrétien aussi indirectement, et puis parce que véritablement, c'est là que se jouera le pari de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire en quelque sorte annuler la présence palestinienne et constituer un grand Israël. Alors il y a le temps des symboles, ce qui n'est pas du tout symbolique, c'est ces affrontements. Il y a là un mauvais alignement des planètes, Michel Scott, pour le pire en tout cas. Oui, il y a une conjonction de choses. Je rajoute juste sur l'esplanade des mosquées que c'est un lieu suffisamment symbolique pour qu'il ait été le lieu de départ d'autres crises meurtrières. Moi, je me souviens d'il y a 20 ans, à peu près, une visite d'Ariel Sharon et qui avait été l'élément déclencheur une étincelle terrible de la seconde intifada. Donc c'est effectivement un lieu extrêmement sensible. Alors là, il y a un alignement, effectivement, dans le calendrier de différentes choses qui ne fait qu'accroître potentiellement la susceptibilité des uns et des autres. Hein. On l'a brièvement rappelé dans le sujet. La journée de Jérusalem pour les Israéliens qui commémore effectivement l'annexion de la partie est de Jérusalem à Israël. Il y a à la fin de la semaine quand même la Nakba, hein, il faut le rappeler, la grande catastrophe pour les Palestiniens que constitue donc la création finalement de l'État d'Israël en 1948. Il y a différents éléments que ça. La fin du Ramadan, quand même. Donc c'est cette semaine. Donc ça favorise les rassemblements et la tension. Mais quand même, ce qui a tout déclenché cette fois-ci, c'est une affaire juridique. Un affrontement, une tentative d'expropriation de familles palestiniennes, en l'occurrence dans un quartier qu'on n'a pas vu là, qui est juste au nord de la ville. On le voit là sur ces images des manifestants. De 70 familles palestiniennes, un quartier qui s'appelle Sheikh Jarrah, et une expropriation favorisant donc au profit d'associations juives radicales, religieuses. C'est une affaire de justice qui devait d'ailleurs se régler cette semaine. En tout cas, une décision de justice était attendue. Et évidemment, les Palestiniens protestent contre toute idée d'expropriation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est au cœur, finalement, de la question israélo-palestinienne, de ce conflit qui dure depuis des décennies, c'est-à-dire la question de la terre, la question de la propriété foncière, chacun revendiquant une antériorité en la matière. C'est le cas d'ailleurs pour ce petit quartier de Sheikh Jarrah. La notion de territoire, une fois de plus. Et finalement, vous êtes au cœur de ce conflit de 70 ans. Alors même qu'on pourrait croire, et jusqu'au sommet de l'État israélien, on veut croire que la question palestinienne a été réglée finalement, que la guerre est gagnée et que les Palestiniens sont à genoux. Eh bien, ce genre d'événement, c'est un démenti formel. Vous parlez du sommet de l'État israélien, écoutons Benjamin Netanyahou. Ce soir, les organisations terroristes de Gaza ont franchi la ligne rouge. Celui qui nous attaque en paiera le prix fort. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais quiconque cherchera l'escalade sentira le poids de notre puissance. Il faut remettre tout ça aussi dans un contexte politique. Pascal Boniface, Benjamin Netanyahou, il a échoué à former un gouvernement après les élections du 23 mars. Et certains se demandent si la force, l'intensité de la riposte israélienne n'est pas alliée à ce contexte politique aussi.
Oui, effectivement, il y a eu 4 élections générales en 2 ans qui ne m'ont pas permis de déboucher sur un gouvernement stable. Et aussi, lors des dernières élections, Netanyahou a passé une alliance qui a permis à l'extrême droite d'entrer au Parlement, de faire son entrée au Parlement. Et on peut dire que l'extrême droite s'est un peu sentie gonflée, plus forte. Et puis, du côté palestinien, il y a eu aussi une crise, puisque Mahmoud Abbas a été élu en 2005. Il devait y avoir des élections pour redonner un peu une légitimité au leadership palestinien. Mahmoud Abbas a choisi de ne pas les organiser. Donc il y a un peu un vide, effectivement. Disons qu'une très forte pression de l'extrême droite en Israël qui se sent un peu gonflée et occupant un agenda, une place de plus en plus importante sur l'échiquier, et un vide au contraire en Palestine avec un leadership qui est très fortement décrédibilisé. Mais ce n'est pas parce que ce leadership est décrédibilisé que les Palestiniens n'existent pas. Et effectivement, on a cru, ou certains ont dit que comme Israël avait signé des accords de paix avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan, il n'y avait plus de conflit israélo-arabe. Oui, mais les Palestiniens sont toujours là et on voit bien que tant que cette question ne sera pas résolue, il y aura toujours matière à inflammation de la situation et matière, bien sûr, à ce que les violences reprennent parce que on fait toujours la paix avec ceux avec qui on est en conflit et non pas avec ceux avec qui on n'est pas en conflit. Bertrand Badi, est-ce que ces vides relatifs, bien sûr, politiques des deux côtés, favorisent une forme de radicalité ? Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il y a un pari que vous rappeliez tout à l'heure qui est très important, qui est celui de Netanyahou, qui consiste à dire, finalement, on va pérenniser le statu quo à l'infini. Vous savez que le grand argument, notamment de la diplomatie occidentale, c'est de dire c'est un mauvais moment à passer, c'est-à-dire les Palestiniens sont dans une situation inconfortable parce que le problème n'est pas réglé. Quand il sera réglé avec les fameux 2 États, la solution à 2 États, eh bien, les choses reviendront normales. Le pari de Netanyahou, ça a été de dire, justement, ce provisoire va durer éternellement et peu à peu on grignote. C'est-à-dire, effectivement, peu à peu, ces territoires occupés à partir de 1967 sont placés sous le contrôle, bien entendu, de l'administration et de l'armée israélienne, mais plus encore, les terres qui appartiennent aux Palestiniens. Vous disiez tout à l'heure, c'est une question de territoire. Oui, la maison qui appartient, on est délogé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure à propos d'un des quartiers de Jérusalem. Et ce pari, il a du mal à passer. L'autre pari, c'est celui de la diplomatie occidentale. Et je dirais, paradoxalement, en même temps des diplomaties de la plupart des gouvernements arabes, qui consistent à se dire la question palestinienne est embarrassante, elle nous gêne dans notre positionnement au Moyen-Orient et d'une façon générale dans la conduite des relations internationales post-bipolaires. Donc, effectivement, faisons comme si elle n'existait plus. Oui, c'est ça. Ce qui est une façon de rejoindre Netanyahou dans son pari du statu quo pérenne. Qu'est-ce qui ne marche pas dans tout cela ? Et ça, c'est une grande leçon de relations internationales. C'est que ce quasi-consensus stratégico-diplomatique entre quasiment tous les États de la planète se trouve défié par un mouvement social, par une colère sociale, par des femmes et des individus. Pas forcément le Hamas. On lui donne une importance qu'il n'a pas. Les gens qui se retrouvent sur l'esplanade des mosquées, les gens qui ont été délogés de chez eux, c'est pas des militants du Hamas. C'est effectivement une population qui n'en peut plus. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ça, c'est typique de la nouvelle diplomatie, des nouvelles relations internationales. Le social court plus vite que le politique. Et ça, le social, Pascal Boniface, on ne le règle pas en un claquement de doigts, ce qui me fait dire que tout ça pourrait durer encore. Oui, effectivement, parce que par ailleurs, il n'y a pas effectivement de pression internationale. Les pays occidentaux sont assez rapides à vouloir faire des pressions lorsque un pays rival prend des mesures qui ne lui conviennent pas. Et là, effectivement, il y a un peu, en fait, Israël a marqué beaucoup de points sur le plan diplomatique. La paix avec les pays arabes, des progrès aussi en Afrique, une Europe qui pose moins la question, qui n'est plus très vindicative sur cette question-là. Et par contre, dans les opinions publiques, il y a au contraire une perte d'image. Et récemment, une organisation comme Human Rights Watch, qui est la grande ONG américaine de défense des droits de l'homme, qui n'est pas du tout un mouvement radical, très loin de là, a décrit la situation comme étant une situation d'apartheid. Donc dans les opinions publiques, Israël perd du terrain, mais elle a effectivement une sorte de confort diplomatique parce que, effectivement, on dit toujours la solution des 2 États, même si
de plus en plus, ceux qui sont sur le terrain doutent qu'elle puisse encore être mise en œuvre, ne serait-ce que parce que les territoires palestiniens ont été morcelés et que les colonies ont beaucoup avancé. Et l'erreur, pour certains, c'est de penser que finalement, c'est réglé, qu'on ne va plus en parler, que la question palestinienne n'est plus centrale, qu'elle n'est plus importante. Mais les Palestiniens sont toujours là et ils ne vont pas partir. Donc, c'est un cruel rappel que pour ceux qui voudraient, pardonnez-moi l'expression, mettre la poussière sous le tapis, c'est un cruel rappel auquel on assiste. Et vous pensez que ça va durer, Michel? Quel est votre regard sur cette évolution? D'abord, sur cette crise-là en particulier, il y a des précédents. Hein, c'est-à-dire que le scénario des tirs de roquettes massifs de Gaza déclenchés par le Hamas ou le djihad islamique sur le sud d'Israël, les représailles israéliennes massives, encore plus massives sur ces responsables, sur ces militants islamistes, mais qui créent de très forts dommages collatéraux dans la population civile, c'est des choses qu'on a vues en 2014, en 2012, en 2008. Et eh bien, Israël va jusqu'au bout de sa campagne militaire. Dans ces cas-là, elle peut durer plusieurs semaines, quoi qu'en dise l'opinion internationale et quelles que soient les critiques de l'opinion internationale. Ils vont jusqu'au bout de leur but de guerre. Donc ça peut parfaitement se passer. Ce qui a changé un tout petit peu, juste une chose, c'est que il y avait un sentiment d'impunité d'une certaine façon au sommet de l'État israélien pendant l'administration Trump, qui était son allié le plus farouche. Et là, il y a un changement quand même de tonalité à Washington. Merci à tous de nous avoir éclairé. Pardonnez-moi, le temps file. Il y a quelque chose de très important à ajouter, c'est que ce qu'il y a de nouveau dans cette crise, c'est la conjonction avec la question iranienne de la renégociation du traité de 2015 et tout ce qui se passe en ce moment dans le Golfe Persique. Tout est lié. Et qui, du coup, met les États-Unis dans une situation diplomatique. Oui, mais enfin, c'est quand même important. C'est très important, mais vous nous avez déjà bien éclairé et il y a un autre rendez-vous très important qui se profile, c'est l'hommage national qui est rendu à Éric Masson.